Bonjour, je suis Marianne Ameline, responsable des premières installations chez GACD. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Blondeau, juriste des professions de santé chez Fiducial. Bonjour Agathe. Bonjour Marianne, merci de m'accueillir. Agathe, c'est toi qui vas commencer par nous présenter en quelques mots Fiducial et puis après les étapes avant la première installation pour détailler un peu le mode en collaboration ou en remplacement. Je te laisse la parole. Fiducial est un groupe français qui propose une offre globale et de proximité spécialisée auprès des professionnels libéraux et particulièrement auprès des professionnels de santé comme les chirurgiens dentistes, mais également auprès des petites entreprises, artisans et commerçants. Fiducial dispose d'un maillage territorial national de 650 agences pour assurer une proximité géographique et une proximité humaine également, et dispose à ce titre d'agences spécialement dédiées aux professionnels libéraux de santé pour assurer une expertise spécifique au plus près de vos métiers. Alors, comme l'expliquait Marianne, effectivement, il y a des clés à avoir avant de s'installer et nous allons dérouler un certain nombre de conseils. Mais avant toute chose, très souvent, vous passez par deux étapes qui sont des étapes contractuelles, mais qui sont également des étapes indispensables de votre carrière avec principalement le contrat de remplacement et le contrat de collaboration. Donc, au départ, il s'agit du contrat de remplacement. C'est une première prise de contact avec l'exercice libéral. Pour commencer une activité libérale de façon progressive, pour également ne pas prendre la responsabilité d'un cabinet et essayer plusieurs modes de fonctionnement en cabinet libéral. Il s'agit d'un contrat dont la définition est d'assurer la suppléance d'un praticien temporairement empêché d'exercer pour garantir la continuité de soins auprès de ses patients. Il y a plusieurs conditions à l'exécution de ce contrat. La première est qu'il doit s'agir nécessairement pour le titulaire et pour que votre contrat soit valable au sein du cabinet, une condition de motivation. En effet, le titulaire doit motiver son absence par des congés, par de la formation ou un arrêt maladie ou maternité. Je reviens 2 petites minutes sur la motivation relative au congé. Lorsque le titulaire décide de ne pas travailler une journée, mais de façon récurrente dans son cabinet, il ne s'agit pas à proprement parler de congé, mais bien d'une modalité d'organisation du cabinet. Et à ce titre, il ne peut pas s'agir d'un contrat de remplacement. On le verra tout à l'heure, il peut s'agir par contre d'un contrat de collaboration. Également, le contrat de remplacement doit être temporaire. Il s'agit d'une durée qui doit être déterminée. Alors, déterminée avec un terme, c'est-à-dire qu'on a prévu initialement dans le contrat quand est-ce que prend fin le contrat, ou une durée déterminée mais sans terme. Là, par exemple, on va être dans le cas d'un arrêt maladie. On sait que le contrat s'éteindra à la fin de l'arrêt maladie, mais on ne connaît pas la date du retour du titulaire. Si on fait un petit point sur la rémunération, c'est une question qui est très, très souvent posée. On peut trouver certaines statistiques ou certaines échelles de valeur quant à la rémunération dans le cadre d'un contrat de remplacement. Toutefois, cette rémunération va être calée principalement en fonction des conditions matérielles et du fonctionnement du cabinet. À ce niveau-là de vos premiers pas dans l'exercice libéral, il n'y a absolument aucun investissement de votre part. Si on fait un pas supplémentaire, une autre voie est possible. Et là, il s'agit du contrat de collaboration. Il s'agit à nouveau d'exercer en libéral, mais sans avoir la totalité de la gestion d'un cabinet, puisque vous dépendez encore du titulaire du cabinet, mais tout en bénéficiant d'une structure existante pour développer sa patientèle. C'est là l'objet même du contrat de collaboration. Cela vous permet également d'essayer plusieurs modes de fonctionnement en cabinet libéral. On verra tout à l'heure que ça peut être déterminant ensuite pour le choix de votre installation ultérieure. Et puis, dans certaines situations, où c'est relativement souvent le cas, de permettre de développer une patientèle au sein de ce cabinet préexistant en vue d'une éventuelle association. La définition même du contrat est de faciliter l'installation ultérieure du professionnel débutant, avec un contrat dans lequel le praticien confirmé va mettre à disposition de l'un de ses confrères les locaux et le matériel nécessaire à l'exercice de la profession, mais également une partie de la patientèle actuelle ou future. Quant à la rémunération, de la même façon que dans le contrat de remplacement, la rémunération va dépendre des conditions matérielles et du fonctionnement du cabinet.
On note tout de même que dans la collaboration libérale, eh bien, vous êtes un professionnel libéral indépendant et autonome. Et à ce titre, eh bien, on a un point de vigilance sur un éventuel lien de subordination qu'il pourrait y avoir entre le collaborateur et le titulaire, à savoir qu'en tant que collaborateur, eh bien, vous allez bien entendu vous calquer sur l'organisation du cabinet et sur son mode de fonctionnement. Toutefois, vous allez être totalement libre quant à l'exercice de vos fonctions et l'exercice de votre métier. Voilà les deux principales étapes par lesquelles vous passez avant de vous décider à vous installer. Et je laisse Marianne nous expliquer le premier conseil pour réussir son installation. L'idée là, c'est de vous donner quelques conseils pour réussir votre première installation en libéral. Ce n'est évidemment pas exhaustif. L'idée, c'est simplement de vous donner des éléments de réflexion pour avancer dans votre projet. Le premier des conseils que je pourrais vous donner, c'est d'avoir des objectifs clairs et bien définis. L'important, c'est vraiment de savoir ce que vous souhaitez avoir comme pratique. Est-ce que c'est en milieu urbain, en milieu rural? Est-ce que vous voulez reprendre un cabinet, le créer? Du coup, derrière, ce ne sera pas forcément les mêmes choses à mettre en place. Ce qu'il me semble important de savoir, c'est vous cherchez à faire votre première installation, il faut impérativement vous poser un certain nombre de bonnes questions pour cadrer votre projet et du coup que ce soit une réussite et non pas quelque chose que vous allez traîner après difficilement. Il faut aussi penser dès le démarrage à quel cabinet vous voulez pour demain, quelle évolution vous allez avoir pour votre cabinet. Est-ce que vous voulez tout de suite une ou deux salles de chir? Est-ce que vous voulez faire de l'implanto? Est-ce que vous voulez vous concentrer uniquement sur l'omnipratique? Voilà, il faut essayer de se poser un maximum de questions parce que c'est un moment clé de votre vie professionnelle et il faut éviter de prendre un cabinet par opportunité pour que derrière ce soit des regrets. On a listé un certain nombre de questions avec Agathe que vous pourriez vous poser pour vous aider justement dans votre réflexion. C'est vraiment quels sont les impacts que ce projet va avoir sur votre vie personnelle, d'un point de vue financier sur vos impôts. Est-ce que vous pouvez emprunter la totalité de la somme de votre projet? Est-ce que vous devez passer par une banque? Est-ce que vous voulez être seul ou en groupe? Et c'est là où Agathe va nous éclairer avec quelques informations juridiques qui vous permettront peut-être de faire un choix aussi et pas seulement un choix humain. Agathe, je te laisse reprendre la main sur ce sujet. Alors oui, effectivement, les deux grands aspects de l'exercice, avant de répondre à des questions qui vont être plus fines, eh bien, c'est de savoir si vous voulez exercer seul ou si vous voulez exercer en groupe. Alors, vous avez éventuellement pu le tester auparavant, comme on en parlait, via des contrats de remplacement ou via des contrats de collaboration, mais que ce soit l'exercice individuel ou l'exercice groupé, recouvre des aspects juridiques sur lesquels vous devez vous pencher. En effet, s'installer seul va vous permettre de conserver toute liberté quant à l'exercice de votre activité, votre façon de travailler, les jours, les horaires, le rythme de vos consultations, le fait que vous ne fonctionniez que sur rendez-vous ou pas tout à fait. En contrepartie, il faut noter qu'il va falloir à ce moment-là supporter l'ensemble des charges liées à votre activité. Et parallèlement à ça, on peut se rendre compte que parfois, dans l'exercice individuel, eh bien, il peut être difficile d'assurer aux patients une continuité de soins ou bien même d'investir dans du matériel du cabinet et donc éventuellement limiter le type d'activité que vous voudriez mener à terme. Deux types de possibilités dans le cadre de l'installation en individuel. Soit vous êtes dans une option de création de cabinet, c'est-à-dire que vous allez choisir votre local, choisir votre matériel et par là même constituer votre patientèle. Soit vous êtes dans le cadre d'une reprise du cabinet avec l'acquisition du droit de présentation de la patientèle, la reprise du local et éventuellement de tout ou partie du matériel. Dans l'une et l'autre de ces situations, eh bien, l'investissement de départ ne sera pas le même. Dans le cadre de la création d'un cabinet, eh bien, on a un investissement
entre guillemets, modéré, puisque vous n'avez pas enfin, vous pouvez choisir le type de local et donc le type de loyer que vous souhaitez. Vous n'avez pas à reprendre une patientèle. Par contre, eh bien, on le verra plus tard, quand vous allez devoir faire des projections sur votre éventuelle rémunération, eh bien, elle va être un petit peu plus longue, puisqu'il va vous falloir vous laisser le temps de constituer la patientèle. Dans le cadre de la reprise d'un cabinet, eh bien, là, vous allez partir sur une base acquise, puisque vous allez reprendre une partie de la patientèle existante, mais vous allez aussi avoir des charges qui seront fixées préalablement, puisque très souvent, quand vous reprenez la patientèle, eh bien, vous reprenez le local aussi, et donc vous n'avez pas la main sur le montant des charges fixes telles que le loyer. Ensuite, vous avez l'option de l'exercice en groupe. Ces groupements ont principalement pour objectif de mettre en commun les moyens nécessaires à l'exercice qui visent uniquement à partager des dépenses communes, telles que les loyers, les frais de personnel, par exemple, si vous faites appel eh bien, à du personnel tel que des assistantes dentaires ou une secrétaire, mais également toutes les autres charges telles que l'eau, l'électricité, et puis également certains investissements qui peuvent être mutualisés. On distingue généralement deux types de groupements de moyens. Alors, il y en a d'autres. Hein. Là, j'en décline simplement deux parce que je pense que ce sont les deux principalement auxquels vous allez être confrontés. Il s'agit premièrement d'un simple contrat qui est le contrat d'exercice professionnel à frais communs et puis un autre qui est un petit peu plus avancé où là, il s'agit de la constitution d'une société civile de moyens, donc une ESCM. Si je fais un petit focus sur le contrat d'exercice à frais communs, eh bien, c'est un contrat qui a pour objet d'organiser l'exercice commun de plusieurs praticiens et qui va consister en la mise en commun de moyens, mais sans constitution d'une société et uniquement dans le but eh bien, de faciliter l'exercice professionnel. Le partage est donc limité aux dépenses et exclut bien entendu toute la mise en commun de la patientèle et donc des honoraires. Il n'y a aucune formalité d'enregistrement pour ce contrat. Toutefois, eh bien, il s'agit tout de même d'un contrat qui doit être écrit entre les praticiens. C'est un acte sous seing privé et qu'il doit tout de même être transmis à l'ordre. Ce contrat peut être plus ou moins extensif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir simplement organiser les moyens qui sont mis en commun, mais il peut aller un petit peu plus loin et organiser d'autres choses sur le plan du fonctionnement du cabinet, comme les horaires d'ouverture, l'utilisation des locaux, les congés et les absences de chacun des praticiens. Là-dessus, c'est vous qui mettrez le curseur en fonction de ce que vous aurez décidé avec vos futurs associés. La deuxième étape ou la deuxième solution, eh bien, il s'agit de la SCM, donc de la Société civile de moyens, qui là est une personne morale à part entière, dont l'objet est de fournir des moyens matériels ou des prestations de services, tels que le local, la documentation, les outils de travail, l'embauche de salariés, auprès des membres de cette association, auprès des associés de la société. Elle n'affecte en aucun cas l'exercice de ses membres. Chacun va rester indépendant au sein de la SCM, puisqu'il n'y a une mise en commun que des dépenses et à nouveau, ni des honoraires, ni de la patientèle. Les associés peuvent être soit des personnes physiques, soit éventuellement des personnes morales, pour ceux, par exemple, qui auraient décidé de constituer une SEL au départ, et elle peut être soit monodisciplinaire, soit pluridisciplinaire, c'est-à-dire que c'est une société qui peut être faite uniquement entre praticiens de même profession, ou bien intégrer d'autres professionnels de santé. À ce titre, je l'expliquais, elle a une personnalité morale et à ce titre, eh bien, elle peut effectuer des investissements, elle peut elle-même être locataire du local dans lequel vont être regroupés les associés. Ça, c'est pour le fonctionnement et l'objet de la SCM. À l'intérieur de cette SCM, il est indispensable d'avoir un règlement intérieur qui va réguler l'activité et les modalités d'organisation entre les associés au sein du cabinet, au-delà même de la répartition simple des dépenses. Voilà pour les deux types d'exercices que vous pouvez avoir, donc soit individuels, soit groupés. Et ce qui va découler de ces deux modes d'organisation, eh bien, ce sont les autres conseils. Et là, je laisse la main à Marianne pour le deuxième grand conseil. Merci Agathe. Le conseil suivant qu'on pourrait vous donner, c'est de réaliser une étude de marché. Pourquoi ? Parce que quand vous allez créer ou reprendre un cabinet, ce qui est intéressant de voir, c'est dans quel milieu vous allez être. Est-ce qu'il y a
des écoles, des commerces autour de ce cabinet? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de dentistes d'installés? Quel est l'âge de la population? L'idée, c'est vraiment de pouvoir voir l'environnement dans lequel vous allez exercer et du coup voir si vous aurez la patientèle suffisante pour travailler et avoir voilà, un cabinet qui progresse jour après jour. Le conseil suivant que je pourrais vous donner, c'est d'établir un budget et un planning. Pourquoi? Avant toute chose, pour vous rassurer, parce que quand on est au démarrage d'un projet de première installation, c'est vrai que on le sait, c'est un investissement lourd, c'est un moment important. En général, vous êtes en remplacement ou en collaboration à côté, et du coup, voilà, pour se reconcentrer sur le projet, c'est bien d'avoir un planning avec des dates clés qui vont vous donner aussi l'assurance d'une date d'ouverture probable, en tout cas, parce que parfois il peut y avoir du retard dans les travaux, ce genre de choses, mais également d'un budget qui sera vraiment déterminé et qui vous permettra aussi d'aller voir les banques et de voir à quel niveau vous pouvez emprunter, parce que très clairement, un projet de première installation, ça peut démarrer pour une reprise d'un petit cabinet à 50 000 €, mais on peut monter très très loin, surtout si vous êtes en création et que du coup vous faites construire l'ensemble du cabinet. Là, ça peut aller très très loin. Donc vraiment, réaliser la petite étude de marché, puis derrière votre budget et votre planning vous permettront de démarrer sereinement votre projet, ce qui est quand même le mieux. L'autre point et l'autre conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de bien choisir ses partenaires. Entourez-vous de gens qui ont l'habitude de travailler dans les cabinets dentaires. Entourez-vous d'architectes qui ont déjà fait des cabinets, de comptables ou de financiers qui savent les business plans d'un cabinet. Aujourd'hui, depuis 6 ans, je travaille chez GACD avec que des cabinets qui s'installent pour la première fois. Et j'ai eu souvent des échanges avec des praticiens qui ont eu des galères dans les travaux ou dans leur projet, du retard ou même des galères plus importantes parce que les gens avec lesquels ils ont travaillé n'étaient pas experts en la matière. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander à des confrères qui sont déjà installés dans la région des bonnes adresses ou à aller aussi sur des groupes d'entraide à l'installation. Il y en a un sur Facebook, je pense qu'il y en a pas mal sur les réseaux sociaux. Et là, quand vous échangez avec des confrères, vous aurez tous les éléments pour retrouver des partenaires qui ont l'habitude de ce type de projet et du coup qui pourront vraiment vous aider. Le point suivant, Agathe, c'est lié à la réglementation et les démarches à faire. Donc, je vais te laisser reprendre la main sur ce sujet-là. Alors oui, tout à l'heure, on parlait de planning et effectivement, il est important de faire un planning et aussi un rétro-planning et de connaître globalement l'ensemble des démarches à faire et dans quel temps vous allez devoir les faire. Ça permet d'anticiper son activité, mais également de matérialiser les choses. Alors, bien entendu, la première des choses à faire quand vous êtes diplômé, c'est de s'adresser et de s'inscrire auprès du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes. Mais également, il faut se faire connaître de la CPAM, obtenir une carte CPS. Lorsque vous avez avancé sur votre projet, il faut, pour pouvoir exercer, procéder à son inscription à l'URSSAF et ou au centre de formalité des entreprises, de façon à pouvoir être inscrit à la caisse de retraite, et également auprès des services fiscaux. L'adhésion à une AGA est également recommandée dans la première année d'exercice. Et puis, pouvoir s'adresser ensuite auprès d'assureurs. Alors, prioritairement pour votre responsabilité civile professionnelle, puisque vous n'avez pas le droit d'exercer sans votre RCP. Et puis ensuite, avoir une analyse sur d'éventuels contrats de prévoyance. La dernière démarche à faire, c'est également d'ouvrir un compte bancaire qui sera dédié à votre activité professionnelle. Merci Agathe pour tous ces bons conseils. Pour finir, le dernier conseil qui peut paraître un peu anodin, mais qui nous semble vraiment important, c'est de soigner son image de marque et sa communication. Yannick Binas, dans une autre vidéo, vous en parle très bien par rapport à la relation avec le patient. Aujourd'hui, quand vous allez ouvrir votre premier cabinet dentaire, c'est les patients qui vont derrière parler de vous, qui vont être
les personnes en fait qui vont vous faire la meilleure publicité possible. Donc il est vraiment important d'avoir un accueil chaleureux et agréable, d'avoir une salle d'attente conviviale, même si vous reprenez un cabinet et que vous n'avez pas pu faire tous les travaux, parce que parfois pour des questions de budget, vous ne pouvez pas. Voilà, essayez de la rendre chaleureuse, essayez vous d'être le plus chaleureux possible, votre assistante aussi. Voilà, développer cette relation avec les patients, c'est eux qui feront votre réputation et même votre irréputation après. Donc voilà, c'est vraiment important au démarrage, évidemment, d'aller vous présenter également au commerce, aux alentours et aux confrères, bien sûr. Voilà, Agathe, nous en avons terminé, en tout cas pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Agathe, un grand merci pour ta participation. Merci à toi et puis merci à vous qui nous avez regardés pour votre attention. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.